Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, Monsieur le président directeur général du CNRS, cher Antoine, Mesdames, Messieurs les professeurs, chers collègues, chers amis, Mesdames, Messieurs. C'est avec un grand plaisir que j'accueille ce soir Madame Wendy McKay, titulaire de la chaire annuelle 2021-22 Informatique et sciences numériques, chaire créée en partenariat avec INRIA. Et je souhaite saluer la collaboration particulièrement fructueuse établie entre le Collège de France et INRIA, dont le président directeur général est représenté ce soir par Jean-Frédéric Gerbeau, directeur général délégué à la science. Cette collaboration, initiée en 2009, doit beaucoup à Antoine Petit, qui a joué un rôle décisif dans le rapprochement entre les deux institutions à un moment où le Collège de France accueillit pour la première fois ses champs scientifiques. La chaire annuelle, créée sur la base de ce partenariat, a permis d'accueillir déjà 13 personnalités spécialistes des domaines très divers dans la sphère de l'informatique et des sciences numériques. Depuis Gérard Berry, qui a ensuite inauguré la chaire statutaire Algorithmes, machines et langage. Et jusqu'à vous, chère Wendy McKay. Ce partenariat vient d'être renouvelé par la signature d'une nouvelle convention qui prévoit la prolongation de cette chaire pour la période 2022 à 2027, toujours dans la perspective d'une collaboration Collège de France INRIA en faveur de l'excellence de la recherche en matière de technologie informatique et numérique. Nous sommes certainement nombreux à avoir vu, vous pouvez l'avouer, la trilogie Matrix, et peut-être aussi le 4e volet sorti cette année. Dans cette épopée, on retrouve le thème de la prise de pouvoir des machines qui se servent des hommes comme nourriture et leur suggèrent une fausse réalité, la Matrix, pour dissimuler leur contrôle des humains et du monde. La nouvelle suite Matrix, sortie cette année, imagine une sorte de paix entre les humains et les machines, bien que les machines aient toujours besoin des humains comme batterie pour pouvoir fonctionner ou vivre, ce qui crée une nouvelle résistance contre la machine. Ce sujet est un grand classique des romans, des films de science-fiction ou de dystopie, comme par exemple Metropolis de Fritz Lang, où une androïde est créée afin de contrôler les ouvriers. Et déjà Homère attribue à Héphaïstos la création des premiers robots humanoïdes, la fabrication des servantes d'or qui l'assistent dans ses travaux dans l'Iliade. Le thème d'une machine qui devient intelligente et échappe au contrôle des créateurs est largement répandu dans les romans et les films. Certains pensent même que parmi les scénarios de disparition de l'humanité, le plus probable sera la prise de pouvoir par l'intelligence artificielle. La question donc de l'interaction entre l'humain et la machine est cruciale à l'heure où la technologie est omniprésente. En tant qu'êtres humains, nous sommes indéniablement influencés par les technologies que nous utilisons quotidiennement. Celles-ci peuvent affecter nos comportements et changer notre manière de réfléchir. Mais nous pouvons aussi les adapter à nos besoins en les appropriant. Il faut bien comprendre que toutes les capacités humaines sont partie prenante de l'équation qu'est l'interaction humain-machine. Et c'est justement cette interaction entre les humains et les machines qui est au centre des recherches de Wendy McKay. Directrice de recherche au centre INRIA à Saclay, Wendy McKay dirige le groupe de recherche en interaction humain-machine, Exitu, commun avec le laboratoire de recherche en informatique, Université Paris-Saclay et CNRS. Wendy McKay a obtenu une maîtrise en psychologie expérimentale et soutenu un doctorat en informatique au MIT en 1990. Après son doctorat, elle développe un groupe de recherche pour l'entreprise Digital Equipment Corporation, où elle dirige plus de 30 projets, incluant le premier système de vidéo interactif. Arrivée en France à la fin des années 1990, elle est une des pionnières de la recherche en interaction humain-machine en France. Reconnue internationalement dans cette discipline, Wendy McKay est membre de l'Association for Computing Machinery, Special Interest Group on Computer-Human Interaction. Vous avez reçu un doctorat honoris causa à l'Université d'Aarhus, où vous avez aussi enseigné, et vous avez été nommé ACM Fellow en janvier 2020.
Vous avez également reçu le Suffrage Science Award du London Institute of Medical Science et vos contributions au domaine de l'interaction humain-machine sont mondialement connues. Pionnière de ces domaines, vos travaux sur les partenariats humain-ordinateur bouleversent la perspective du rôle de l'intelligence artificielle dans les systèmes interactifs, alors que les approches classiques de l'humain dans la boucle utilisent l'humain pour améliorer les algorithmes. Vous exploitez la puissance de l'ordinateur pour améliorer les capacités humaines. Par exemple, il permet aux utilisateurs de définir leurs propres gestes, leurs propres interactions avec les machines, ce que vous faites, et vous rendez l'interaction plus puissante et plus expressive. Vos travaux font appel à des méthodes issues de multiples disciplines que vous adaptez et que vous entendez pour faire avancer la recherche et améliorer la conception. Cher Vendimeke, nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir et sans tarder, je vous donne la parole pour nous présenter votre leçon inaugurale. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis honorée de présenter la leçon inaugurale. Et voilà, je vais voir si je peux faire marcher le système. Ah oui. Interagir avec l'ordinateur, bien sûr, mais aujourd'hui, je vais parler de réimaginer nos interactions avec le monde numérique. Alors, il faut poser la question, comment on peut envisionner le futur? Est-ce qu'on cherche une technologie qui nous remplace, les technologies merveilleuses qui peuvent faire des choses que nous, on peut faire? Pour moi, non, ce n'est pas du tout ça. Ce que je cherche, c'est quelque chose qui m'aide à faire plus, qui me rend plus intelligente, plus créative, plus capable de faire des choses. Je cherche la technologie qui augmente mes capacités humaines. Alors, je fais cette recherche dans le contexte de l'informatique. Et si on regarde l'histoire de l'informatique, on voit qu'on a créé les ordinateurs. Mais est-ce que l'informatique est la science de l'ordinateur? Bon, si on regarde à l'astronomie, on ne pense pas que l'astronomie, c'est la science des télescopes. En fait, c'est la science de l'univers. Si on regarde en biologie, ce n'est pas la science des microscopes. En fait, c'est la science de la vie, pour comprendre la vie. Alors, en informatique, bien sûr, on crée les ordinateurs, mais c'est la science de l'information. Alors, il faut comprendre l'information dans le contexte humain. On fait l'information avec l'être humain. C'est l'information sans être humain, c'est que des données. Alors, si on regarde historiquement, où sont les racines de la recherche en informatique? En fait, il y a 3 gros racines. Les départements d'ingénierie, et si on regarde par exemple aux États-Unis, Stanford, MIT, ça c'est des départements d'ingénierie qui ont créé leur propre département informatique. Ici en France, tout ça vient plus de mathématiques. C'est un autre style de recherche, une autre racine. Il y a aussi les racines de la science appliquée, ça veut dire un département de physique qui pose des problèmes qui sont très importants à résoudre pour l'humanité. Alors, je commence un peu avec l'histoire de l'informatique. Le premier ordinateur, dans un sens, c'est fait par Joseph-Marie Jacquard. C'est un inventeur et il a créé un système, un métier à tisser avec les cartes perforées en 1803. Et en fait, c'était le premier programme enregistré pour contrôler un système pour créer les tapis. Et là, c'est en fait fait en soi et c'était programmé par son propre système. Ça, c'est la machine et ça, c'est les cartes perforées. Et l'idée, c'est que ça contrôle tout. Après, Charles Babbage, c'est un mathématicien mais aussi inventeur, il a créé la première machine à calculer, programme avec les instructions qui sont écrites dans les mêmes cartes perforées que fait Jacquard. Mais c'était une mathématicienne, c'était Ada Lovelace, qui a créé le premier programme. Elle a compris comment
exprimer les problèmes importants de calcul en mode mathématique. Et elle est intéressante aussi parce qu'elle a prévu dans l'avenir qu'on peut utiliser les symboles et calculer avec les symboles, créer de la musique et autres choses. Alors, voici ce qu'elle a fait, ça c'est un langage mathématique pour communiquer avec la machine de Babbage. Après, Alan Turing, mathématicien très connu, c'est lui qui est le premier qui a créé un modèle de calcul universel, ce qu'on appelle la machine de Turing, en 1936. Il était aussi crypto-analyste et c'est lui qui a cassé le code de machine Enigma dans la Deuxième Guerre mondiale pour résoudre... il a cassé le code. Et c'est lui qui a aussi proposé le concept d'intelligence artificielle. La machine de Turing, c'est très simple en concept. Il y a un ruban avec les 1 et les 0, que des chiffres simples comme ça, c'est juste 1 et 0. Et le programme continue, il lit le texte et il écrit. Et avec tout ça, on peut faire une machine universelle pour les calculs. Mais il faut voir aussi, il y a une autre racine, c'est la racine de science appliquée. Lewis Fry Richardson, c'était un physicien. Et c'est lui qui a créé le premier système pour la prévision de météo en 1922. Il a créé les équations mathématiques qui a fait une approximation du météo. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a estimé que ça va prendre 64 000 personnes pour faire ces calculs, pour faire en avance une prédiction des événements météorologiques. Il a créé les jolies cartes graphiques. Mais ce n'était pas à ce moment-là, ça va prendre encore 30 ans pour le premier ordinateur universel qui s'appelle ENIAC il a utilisé les choses qu'il a créées pour la prévision de météo et il a pris 24 heures pour prévoir la météo 24 heures en avance. Et je vais juste constater à cette époque-là, les premiers programmeurs étaient en fait les programmeuses. C'était tous les mathématiciennes, il y avait 6 femmes qui ont programmé. Et c'est elle qui a conçu les programmes pour faire ce truc-là. Alors, après, il y a Grace Murray Hopper. Et elle est intéressante. Elle est la première femme amirale dans les marines américaines. Et c'est elle qui a commencé à regarder les utilisateurs, les programmeurs comme les utilisateurs. Elle a constaté qu'on peut programmer avec les chiffres, mais ce serait beaucoup plus facile et on peut faire beaucoup plus si on utilise les mots. Et c'est elle qui a créé le langage COBOL en 1959. Et après, bon, ça c'est un exemple de COBOL. Et c'est elle, juste pour dire, c'est elle qui a trouvé le mot bug. En fait, il y a un petit mythe qui a cassé la machine. Et c'est elle qui a conçu le concept de debugging, c'est de trouver les erreurs dans le logiciel. Alors, tout ça, ça va, c'est bien, ok, c'est les systèmes algorithmiques, et on pense en informatique à ça, on lit les données, on fait les calculs, et après, on affiche les résultats. Ça, c'est une machine algorithmique. Mais ce qui m'intéresse est le début de mon domaine, interaction humaine-machine, c'est juste après. C'est la création des systèmes interactifs. Il y a une boucle d'interaction entre l'être humain où l'ordinateur réagit aux actions de l'utilisateur et l'utilisateur réagit aux actions faites par l'ordinateur. Et cette boucle est continue. Et c'est beaucoup plus complexe qu'un système seulement algorithmique. Et ce n'est pas juste le calcul, c'est cette boucle d'interaction qui est importante. Alors, la première personne qui a fait ça, c'était Ivan Sutherland pour sa thèse à MIT en 1963. Il a créé un système qui s'appelle Sketchpad. Et c'était prévu pour les ingénieurs. Et c'était la première version de manipulation directe
pour faire des dessins techniques. Alors regarde ici, on a un stylo optique et il peut utiliser une main pour gérer des choses et il peut dessiner avec l'autre. Et ce qui est intéressant ici, il peut pas seulement interagir et mettre l'encre sur l'écran, ça c'est un rêvé, il est en train de créer, mais il peut aussi dire faire les angles tout droits et changer des choses et la machine peut calculer. Alors c'est lui qui fait quelque chose et la machine peut réagir aussi. OK. En même époque, il y avait Doug Engelbart, le Stanford Research Institute, et il a travaillé sur le concept, la vision de l'augmentation des capacités humaines. Il a créé NLS Augmente et il a démontré ça en 1968. Lui est très inventeur, il a créé la souris qu'on utilise tous, le hypertexte, ça c'est le début de l'Internet, partage de documents comme on fait avec Google Docs aujourd'hui, et les visioconférences où on peut mettre l'image de quelqu'un, et je pense qu'on a tous utilisé Zoom ou les autres systèmes visioconf. Mais l'idée, c'est il avait l'idée qu'on peut créer des choses pour les experts. Et il a expliqué il a donné un exemple avec un tricycle. Pourquoi c'est facile d'utiliser un tricycle? On donne ça aux enfants. Et pourquoi on ne reste pas avec les tricycles? Pourquoi on avance avec les adultes, avec les vélos? Et la raison, c'est parce qu'un tricycle est assez lent et on peut augmenter la vitesse et on peut faire des courbes si on fait le vélo. Alors on lève la partie pour stabiliser l'enfant et on continue. Alors il veut cette idée de faire des choses pour les experts. Maintenant, on tourne à un autre groupe de chercheurs à Xerox PARC, et c'est eux qui ont changé la cible. Maintenant, les utilisateurs ne sont plus juste les experts, les ingénieurs, mais les non-experts. Ils ont créé un système pour les secrétaires de direction. Ce qui est intéressant avec Xerox PARC, c'est que c'était une équipe pluridisciplinaire avec les anthropologues, les typographes, les designers, les informaticiens, bien sûr. Et tous ensemble, ils ont regardé ce que font les secrétaires. Ils copiaient, ils collaient, ils corrigeaient, ils formataient les documents. Et ils ont créé le Xerox Star, qui était le premier ordinateur qui était conçu pour un non-expert. Et c'est en 1981. Alors, jusqu'au maintenant, tout ça, c'est des équipes de recherche. Et après, il y a l'invention de Xerox Star, c'est l'interface graphique qu'on utilise tous. Vous avez entendu de GUI, Graphical User Interface. Et on a les dossiers, les documents, les fenêtres, les icônes, les actions comme copier-coller. Et ça existe partout dans tous les laptops d'aujourd'hui. Mais il y avait une autre innovation. C'était l'Apple Macintosh. C'est que 3 ans après. Et ce qui est le premier ordinateur personnel avec une interface graphique. Mais ce qui est intéressant là, c'était pas que Apple a inventé tout ça. Tout ce qu'on voit dans l'Apple Macintosh, et en fait la plupart des choses que vous voyez dans les entreprises, les systèmes techniques, étaient faits dans la recherche avant. Ce que Jobs a fait, la génie de Jobs, était de choisir quoi à garder avec le Xerox Star et quoi à jeter. Alors il a dit, ouais, l'interface graphique, cool, souris, ça marche très bien. Mais réseau, non, ce n'était pas un ordinateur connecté au réseau, ce n'est pas un système qui peut faire multitâche. Et c'était conçu dès le début pour la production en série, et ça coûtait 10 fois moins cher. Alors c'est un réussite totale parce qu'il a bien compris son public et a bien créé un système pour eux. Alors après, 23 ans après, il y avait une autre grande innovation, c'est le téléphone portable. Et là, encore une fois, il y a plein d'innovations qui sont dans cette petite ordinateur. Mais ce que Jobs a fait avec Johnny Ives, c'est de reconcevoir l'interface graphique, mais pour un écran tactile.
Il y avait plein de systèmes à l'époque pour les téléphones, pour faire plein de choses, mais ce qu'il a fait, c'est une interface qui est facile à utiliser pour tout le monde. Alors aujourd'hui, on a tous les ordinateurs partout. Mais est-ce que ça marche très bien tout le temps? De temps en temps, non. On a des problèmes. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? Comment on peut exprimer les problèmes? Je donne un exemple. Alors, tous les systèmes d'aujourd'hui sont informatisés. Et pour faire les impôts, pour aller au médecin, tout est fait avec les ordinateurs. Mais le problème, ils sont mal conçus, la plupart des choses. Je pense que la plupart de vous, peut-être tous, utilisez ce truc Doctolib pour prendre un rendez-vous avec un médecin. C'est pas si mal, en fait, mais ça prend énormément de temps pour faire un rendez-vous. Et il faut chercher, rechercher, tout ça. C'est pas bien conçu de perspective de l'utilisateur. Et le gaspillage de temps, si on multiplie une perte de temps de 15 minutes par des millions et des millions de personnes, c'est un gaspillage de temps énorme. Une autre chose qui peut créer des problèmes, c'est les interfaces qui créent les frustrations pour les utilisateurs. Et je donne comme exemple un truc tout simple, c'est le texte écrit sur un ordinateur. On va faire un petit message de texte. Avant, je vais taper, moi je suis producteur, je suis l'écrivain, je produis. Si je fais une erreur, c'est mon erreur à moi. Et je peux décider de corriger, mais je produis le texte. Mais maintenant, j'ai un système intelligent qui est toujours en train de proposer quelque chose pour moi, suggère des idées. Et maintenant, ça change ma relation avec la technologie. Est-ce que je concentre sur les propositions? Est-ce que je change d'avis pour faire autre chose? Est-ce que je tape rapidement et croise les doigts qu'il n'a pas fait une erreur, comme on voit dans cet exemple ici, où le système a décidé que le mot « divorcer » est mieux que le mot « Disneyland ». Il a créé des problèmes avec les enfants, j'imagine. Alors, est-ce que je veux un système intelligent qui change mon rôle de correcteur d'erreurs des machines, fait par la machine, ou est-ce que je peux garder mon rôle comme producteur d'informations? Troisième, c'est le risque catastrophique. Les systèmes critiques sont tout bien conçus pour faire les interfaces, et une petite erreur de conception peut créer une conséquence catastrophique. Par exemple, l'accident de Mont-Saint-Odile en 1992, il y avait une situation avec plein de problèmes. Il y avait les pilotes qui ne connaissaient pas la route, c'est la nuit, il y avait beaucoup de brume, il y avait quelque chose en panne, mais normalement, ça va aller. Mais dans cette situation, il y avait un cadran et on peut entrer les infos en deux modes différents. On peut soit faire en degrés pour la descente, vitesse de descente, ou en angle. Et vous pouvez voir qu'une différence de 30 degrés et 30% est très différente. Les pilotes, à faire cette erreur, ils ont créé un crash et voici le résultat. Les gens sont morts. Alors, ils ont changé ça dans les avions, fait pas peur, mais ça reste toujours un problème s'il y a des problèmes faits comme ça. Alors, comment on fait l'interaction en machine comme une discipline scientifique? Alors, une partie, c'est qu'il faut regarder les capacités humaines, les capacités de perception, cognition, action. Il y a aussi les capacités de la machine, stockage, calcul, entrée, sortie. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est l'interaction entre les deux. L'interaction devient le phénomène à étudier et à contrôler. Et bien sûr, on est dans un contexte beaucoup plus compliqué qu'un utilisateur et un seul ordinateur. On peut avoir plusieurs personnes, plusieurs ordinateurs dans un environnement assez complexe avec des choses physiques, sociales, culturelles qui changent la situation. Alors, quand c'est historiquement, on regarde plusieurs groupes de chercheurs à
regarder cette interaction de perspectives différentes. Mon domaine, interaction humain-machine, pensez à l'ordinateur comme un outil pour aider la personne. Et c'est la perspective, première perspective, personne. Moi, j'utilise l'outil et c'est moi qui contrôle. L'autre perspective, ce qu'on voit plus sur l'intelligence artificielle, c'est deuxième personne. Ça veut dire l'ordinateur devient le serviteur qui fait des choses pour moi, je délègue et il contrôle. Et troisième personne, c'est en fait nous ou vous. Ça, c'est l'ordinateur comme un médium d'interaction entre les gens et c'est pour communiquer et c'est nous ensemble qui contrôlons. Alors, l'une des choses qui complique encore des choses, c'est le fait que si on regarde les capacités humaines, ça c'est les diamètres de ce cercle à gauche, c'est assez riche et varié, on peut faire plein de choses. Et au début, avec les cartes perforées, il y a peu d'interactions, pas grand-chose à faire. Ça a augmenté quand on a ajouté le clavier, la souris, l'écran tactile. Et maintenant, on est dans une situation avec la parole, la geste, la réalité augmentée. Il y a plein de choses. Et pour nous, en interaction humain-machine, c'est un cible qui bouge. Ça devient l'espace d'interaction augmente. Et ça crée des défis. Alors, on fait une approche pluridisciplinaire. On n'est pas que les informaticiens. On travaille avec plein de chercheurs qui viennent des sciences de la nature, par exemple les psychologues, les sociologues, les anthropologues et les psychologues. Aussi, il y a l'ingénierie, bien sûr, informatique, mais aussi électronique, mécanique, optique. Et c'est intéressant, c'est nécessaire de travailler avec les gens qui font le design. Ça veut dire design industriel, graphique, typographie, animation, architecture. Alors, pour comprendre les perspectives différentes, il faut comprendre que les approches de chaque discipline sont un peu différentes, avec les suppositions et les valeurs un peu différentes. Si je prends une perspective scientifique, c'est une perspective où je collecte les données, je les analyse avec impartialité, j'espère, et j'informe les concepteurs avec les résultats. Si je prends la perspective ingénierie, je réponds aux problèmes qui sont définis. Quelqu'un dit il faut choisir de faire ça. Et je fais les compromis techniques, je fais les choix et je m'assure que ça fonctionne dans une situation réelle. Troisième perspective, c'est la perspective du designer. Et ce que j'aime beaucoup avec les designers, c'est qu'ils traitent les utilisateurs pas comme une source de données ou une erreur à résoudre avec leur jolie machine, dans le deuxième, mais une source d'inspiration. Et en plus, ils ont la capacité de redéfinir le problème pour trouver une solution à part, avec une perspective différente. Et ensemble, on crée les innovations. Alors, maintenant, je vais montrer quelques exemples de comment on peut étudier l'interaction comme un phénomène comme ça. Alors, si on prend la perspective scientifique, on voit toujours un va-et-vient entre la théorie et l'observation. Alors, il y a plein de disciplines qui commencent, quand ils parlent de leur recherche, ils parlent de la théorie, et après, ils font des expériences et ils améliorent la théorie, et c'est ce va-et-vient entre la théorie et l'expérience. Mais il y a aussi les autres disciplines comme l'astronomie, l'anthropologie, paléontologie, où on commence avec les observations et on crée les modèles qui représentent ce qui se passe, qui décrivent ce qui se passe, et on continue avec l'observation. Alors ensemble, la science, c'est les deux, et il y a toujours un cycle. On peut commencer avec la théorie ou avec l'observation, mais c'est scientifique. Et je donne deux exemples de ce qu'on fait avec en interaction humain-machine. On prend la loi de Fitts, qui vient de la psychologie expérimentale, et on peut détecter le temps de mouvement. Si j'ai un cible et une distance, je peux bien calculer combien de temps ça va prendre pour aller à cette cible. C'est utile.
Et ça, on fait des expériences quantitatives et on parle de ça. On a aussi les théories qui sont plus descriptives, qui viennent des autres sciences sociales, par exemple la cognition distribuée. Et là, c'est l'idée que tout n'est pas dans le cerveau. On a des choses qui sont dans la cognition dépend aussi de ce qui se passe dans le monde physique et ce qui est dans les têtes des autres personnes. Alors, tout ça, ça va, mais on est dans un contexte, il y a la technologie qui continue à être développée. Ici, il y a plein de gens qui créent les technologies sans théorie, sans observation, c'est juste la création des technologies. Mais pour nous, le défi, c'est comment intégrer ça dans la science de l'interaction humaine-machine. Et on fait appel à Herb Simon, qui est un lauréat Nobel en économique, qui a parlé de les sciences de l'artificiel. Et l'idée, c'est qu'il a parlé du problème d'intégrer le fait que l'on a créé le phénomène qu'on étudie. Mais c'est possible, on peut faire ça. Alors, en interaction humaine-machine, on est un mélange entre les sciences naturelles, les sciences sociales et aussi les sciences de l'artificiel. Et là, on peut commencer à n'importe quel endroit et on peut créer les artefacts, on peut créer des modèles, on peut créer les observations, faire des expériences et faire ça. Mais pour faire la recherche, je veux dire que ce qui est important, ce n'est pas juste de faire l'un des boîtes ici, mais de faire le cycle complet. Alors, je donne quelques exemples. On a travaillé avec le problème de l'interaction bimanuelle. Et on a utilisé la théorie d'Yves Guillard, qui est dans la salle. Et il a constaté que l'utilisation des deux mains sont asymétriques. Et il y a une différence entre la main dominante et la main non dominante. Il a montré un exemple avec l'écriture. J'utilise une main pour positionner le texte pour que je peux écrire et bien orienter ce qui est écrit par l'autre main. Alors, on a travaillé avec les gens qui travaillent avec les réseaux de Petri. Tout simplement, les réseaux de Petri, c'est comme un langage visuel de programmation pour décrire les systèmes parallèles. Et chaque réseau de Petri, il y a les petits cercles, les tokens, les rectangles et les flèches. Et pour nous, ça, c'est tout ce qu'il faut savoir pour l'instant. Alors, on a créé une série d'outils inspirés par les idées de Yves Guillard pour faire l'interaction bimanuelle. Il y avait plusieurs modes d'interaction. Il y a un outil pour se concentrer sur l'objet. Ça, c'est un menu contextuel. Je tape et un menu apparaît. Il y a aussi centré sur la commande. On a une palette avec des outils. Et un troisième qui s'appelle un tool glass. Il y a une petite palette transparente et on peut cliquer dessus pour avoir une direction. Et je donne un petit truc. Je bouge la main, la palette avec une main et je change les couleurs avec l'autre. Alors, on a posé la question, quel est le meilleur outil? Ce serait bien de savoir. En fait, on a fait une expérience bien contrôlée et on a capturé toutes les actions des utilisateurs. Et on a fait 2 tâches exactement identiques, sauf pour un, ils ont créé un réseau par copier un réseau qui existe déjà, et pour l'autre, il a pensé et résoudre le problème. Et ce qu'on a vu, c'est que le choix d'outils et l'efficacité d'outils, ce n'était pas lié avec les actions et il n'y a pas un meilleur outil, ça change avec la perspective de l'utilisateur. Si je veux penser à faire la même chose 1000 fois, ça c'est une chose, et si je veux réfléchir et être créative, c'est une autre chose. Alors on a besoin des outils où l'utilisateur dans la même séance peuvent mélanger les styles d'outils qui sont liés directement avec la tâche qu'on fait. Alors, on a continué avec les autres observations. Une chose qui est intéressante, c'est qu'on a filmé des gens en train de travailler et on a aussi fait des interviews avec eux. Et une chose qui est marquante, c'était quand on parle avec eux et on dit combien de temps est-ce que vous prenez pour aligner des choses, ils ont dit 5% de mon temps. Mais
si on les observe et on les filme, on les compte et c'est plus de 25% de leur temps. C'est un gaspillage de temps énorme. Alors, on a regardé pourquoi et on a vu qu'il y a un problème de loi de Fitts ici. Ça, c'est, en fait, ça c'est de PowerPoint, mais c'est la même idée. On a un menu pull-down. Il faut tracer, il faut prendre toute l'attention, il faut trouver le bon endroit et après trouver une petite cible et voir, et toute l'attention est là. Alors, on a décidé d'utiliser la théorie de l'interaction instrumentale de Michel Baudouin-Lafont. Et là, on a utilisé le concept de réification. Et dans ce cas-là, on prend un concept ou une commande et on crée un objet qui est interactif, qui est persistante. Dans ce cas-là, on crée une ligne d'alignement qui persiste et qui reste interactive pour les utilisateurs. Et pas très loin après, l'un de nos étudiants, Mai Siolfi, a créé pour sa thèse un système qui s'appelle Sticky Lines. L'idée, c'est créer n'importe quelle ligne pour aligner les objets. Et c'était 40% plus rapide que les logiciels classiques. Et je montre un exemple ici. Voici les lignes. On peut aligner avec les lignes et quand je bouge les lignes, ça reste aligné. On peut aussi jouer avec la distribution. J'enlève, j'ajoute et je refais. On peut travailler verticalement et horizontalement. Je peux aussi avoir les choses liées avec plusieurs. Je peux faire un layout. Il propose les lignes pour interagir et on peut créer des choses assez compliquées. Voilà, et je montre. Voilà. Autre chose, c'est le point du centre. Ce n'est pas toujours la partie graphique. C'est visuellement, le centre n'est pas au centre. Alors, on peut faire ce qu'on appelle un tweak. On peut décaler le point d'alignement et on peut copier-coller. Ça devient aussi la réification d'un objet. Alors, ici, on peut aussi choisir les autres formes. Ici, on fait un cercle, on peut faire un truc simple et on peut élargir et changer et on garde toutes les contraintes. Ici, c'est les lignes en diagonale. Et on peut aussi faire la distribution beaucoup plus complexe. On peut bien programmer la distribution. Alors, ce qui est intéressant avec ce travail, c'est qu'elle a travaillé avec les artistes graphiques, comme on fait toujours, on observe les vrais utilisateurs, et les artistes graphiques ont exactement le même problème que les utilisateurs de réseau de Petri. Alors, on a cherché des autres outils pour la créativité. On a travaillé avec les compositeurs à IRCAM. Jérémy Garcia a fait ce travail. Il a travaillé avec les compositeurs de musique contemporaine. L'une des choses qui est très compliquée avec ce groupe de gens, c'est que chaque compositeur a son propre approche. Si on crée un outil idéal pour lui et c'est utilisé par quelqu'un d'autre, il ne veut pas l'utiliser. Il veut exprimer son propre système de conception de la musique. Et on regarde à gauche ici, ça c'est une vraie composition par quelqu'un qui a créé son propre truc. Ce n'est pas juste les notes sur les partitions. Alors, on a observé des gens en train de travailler. On a fait ce qu'on appelle la conception participative. On travaille avec eux dans le temps pour comprendre leur travail, mais aussi pour eux de proposer les outils et les choses qu'ils peuvent faire avec nous. Alors, avant d'expliquer ça, on a dit qu'il y avait un problème avec l'interaction instrumentale. On a travaillé avec cette idée, une théorie, ce qu'on appelle une théorie générative, qui peut nous aider à concevoir des choses comme les sticky lines pour faire quelque chose d'interactif. Mais il faut que ce type d'outil doit rester quelque part. Il doit être interprété par le système. On manque quelque chose qu'on va appeler un substrat. Alors, pour expliquer simplement, si je mets une série de petits points sur l'écran, ni vous, ni moi, ni l'ordinateur peuvent interpréter qu'est-ce que ça veut dire. Si j'ajoute une structure, ici une portée musicale,
le système peut comprendre qu'est-ce que ça veut dire et comprendre les contraintes. Ça veut dire je ne peux pas mettre les points n'importe où. Il doit être soit dans une ligne, soit entre deux lignes. Mais je peux changer d'avis. Je peux faire les lignes dans un autre contexte et ça devient une graphe. Ou ça peut être la carte pour aller au Collège de France. Alors, un substrat, c'est un moyen d'aider les compositeurs de créer leur propre système pour l'interprétation des données qu'ils ont créées. Et je donne un exemple que Jérémy a fait, qui s'appelle le Paper Tonnets. L'idée ici, c'est qu'on a un stylo qui laisse l'encre, c'est un vrai stylo, et du papier normal. Mais en plus, il y a une petite série de petits points et le système peut interpréter chaque geste où on est pendant l'écriture. Il a travaillé avec quelqu'un qui travaille avec ce qu'on appelle un tonnets. C'était créé par Euler dans le XVIIIe siècle. L'idée, c'est comme un nid d'abeille et on peut mettre tous les tons dans bien organisé pour comprendre. Alors, il a fait le lien entre les gestes et on voit qu'on peut bouger un peu et on peut entendre comment ça change et on peut faire des choses. Alors, on peut jouer ça, mais c'était fait pour la composition. Et là, on peut créer des choses et au fur et à mesure, avec le papier, et interagir rapidement. Et on peut voir comment ça marche. OK. Alors, on a continué avec cette idée et il a travaillé avec un compositeur, Philippe Leroux, qui a créé un système qui s'appelle Quid Sit Musicus. Il a travaillé avec les manuscrits qui sont super jolis, qui viennent du XIIIe siècle. Et si on regarde là, je peux voir si j'ai le pointeur. Ah non, qu'est-ce que j'ai fait? Ça? Pas ça. Ah, j'adore les interfaces. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. OK. Si on regarde ça, on voit les notes qu'on voit, on voit la partition comme d'habitude, bon, aujourd'hui, mais on a 7 flèches comme ça qui donnent l'expression. Et ce que Jérémy a fait, c'est avec ce stylo, on peut tracer les choses, changer la vitesse et créer tout un système très compliqué pour faire très expressif avec les gestes. Alors, je vais continuer avec quelques exemples avec l'interaction gestuelle. Jusqu'au maintenant, on a parlé avec des systèmes qu'on a conçus pour les experts, qui sont soit les créatifs, les créateurs de réseaux de Petri. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour le grand public? L'une des choses qui nous a frappé un peu, c'est le fait que maintenant, les smartphones sont très, très, très forts. Ils ont le même, beaucoup plus de capacité que les ordinateurs qui envoyaient les hommes sur la Lune. Et en même temps, si on regarde les êtres humains comme nous, il y a plein de capacités humaines, on peut faire beaucoup de choses, ils sont riches et variés. Mais il y a un goulot d'étranglement entre les deux. Entre les capacités humaines et les capacités d'ordinateur, l'interaction entre les deux, c'est assez limité. Surtout avec les cartes périphériques, c'est très limité. Avec le clavier, souris, écran, c'est aussi assez limité. Et maintenant, on a les voix, les gestes, la réalité augmentée, ça donne plus de possibilités. Alors, si on regarde tout ça par rapport au téléphone portable, on voit que c'est super limité. On peut pointer, on peut déplacer des choses, on peut balayer et on peut écarter. Mais à part ça, c'est très, très, très limité. Alors, pourquoi pas utiliser quelque chose beaucoup plus riche comme les gestes pour faire les commandes? Alors, il y a une bonne raison. Je vais donner quelques exemples pour regarder comment travailler avec les interactions gestuelles pour les utilisateurs de téléphone. Alors, le gros problème, c'est comment apprendre les gestes.
Si je suis novice et il y a plein de gestes, comment trouver ça? Alors, ce qu'on voit, c'est que si je suis un novice, je fais quelque chose naturellement. Si je ne sais pas quoi faire, j'hésite, je fais une pause. Et à ce moment-là, on donne ce qu'on appelle une guide dynamique. Alors, on commence l'interaction et à ce moment, je fais une pause et je vois qu'il y a 3 gestes possibles. On peut couper, copier ou faire un coller. Mais si je suis une experte, ce que je veux faire, c'est de juste faire le geste rapidement. Et c'est ça toujours le compromis à faire. Il faut faire quelque chose qui marche bien pour un novice dans leur contexte et aussi pour un expert qui peut le faire rapidement. Alors, on utilise une technique qui s'appelle feed-forward et c'est feed-forward progressif. Alors, c'est pas pour expliquer comment ça marche. On voit en intelligence artificielle, il y a toujours des gens qui parlent de explainability, comment expliquer comment le système marche. Mais c'est pas ça ce que l'utilisateur veut avoir. Il veut savoir qu'est-ce que je peux faire à ce moment maintenant, qu'est-ce que je peux faire prochainement. Et je veux aussi savoir qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que le système a interprété de ce que j'ai fait. Alors, ce système, ça c'est un système qui s'appelle Octopocus et vous voyez, il montre plusieurs pistes possibles pour appeler Alice, sa femme. S'il n'est pas expert, toutes les options qui sont plus disponibles disparaissent, il continue et il peut juste tracer le truc. Et s'il est intermédiaire, il oublie un peu, il peut le faire. Et il voit que les choses qui sont disponibles à ce moment. Et après, s'il est expert, bien sûr, il peut juste appeler. C'est rapide. Alors, ça c'est bien. Mais qu'est-ce qui se passe si on veut définir des gestes nous-mêmes? Qu'est-ce qui se passe si je ne veux pas utiliser les gestes qui sont déjà dans le système? Alors, pour faire ça, il faut que moi, je définisse les commandes qui sont faciles pour moi de rappeler, mais en même temps faciles pour le système de distinguer entre plusieurs commandes. Et pour faire ça, on a créé un autre style de feed-forward qui s'appelle fieldword. Ici, l'idée, c'est que on fait une carte où si on s'arrête en bleu, ça veut dire c'est possible, il n'y a pas d'autres commandes qui existent. Et si ça arrête en rouge, ça veut dire qu'il faut choisir un autre. Et là, on voit les 3 ici. Si à gauche, on voit que c'est bon de faire ces petites montres. Si on est au milieu, c'est mauve, un violet, c'est pas bien. Et si j'arrête avec le cercle, ça veut dire qu'il y a déjà un cercle dans le système. Alors, je montre un peu comment ça marche. Voilà. Vous voyez que c'est continu, ça change, et il s'arrête, et c'est rouge, ça ne marche pas. Et maintenant, il peut continuer, et ça reste dans le bleu, et il a défini cet geste pour appeler Alice. Alors, dernière chose que je veux parler, c'est nos capacités expressives. Alors, comment ajouter une touche personnelle avec nos interactions avec les ordinateurs? Ce qui est très important si on travaille avec les professionnels créatifs, mais c'est aussi très important pour le reste du monde. Si je regarde l'écriture comme ça, écrit à la main, je peux bien distinguer entre mon écriture et l'écriture de quelqu'un d'autre. Mais si c'est tapé par l'ordinateur, c'est exactement la même chose. Alors, on a créé un système qui s'appelle Expressive Keyboard et on a utilisé un clavier gestuel. Et pour comprendre comment ça marche, c'est le clavier, ce qu'on voit dans le smartphone, et je fais les gestes, je glisse le doigt entre une lettre à l'autre sans taper. Et c'est 40% plus rapide que taper comme ça. Mais regarde, il y a beaucoup de différences. Chaque mot, là, les 4 sont le même mot. Et le système doit regarder ça et trouver quel est le mot correct. Alors, si on regarde le contexte
intelligence artificielle, c'est incroyable comme une réussite parce qu'ils peuvent détecter plein de différences entre les utilisateurs différents et trouver le bon mot. Mais ce qu'ils font, c'est de jeter toute cette variation individuelle, mettre dans le corbeille et ils concentrent sur trouver le bon mot. Pour nous, ce n'est pas ça. Nous, on va capturer toutes les variances personnelles, analyser les variations, faire regarder les features différentes et faire un output qui est riche et intéressant. Ici, on regarde le mot cake et c'est très différent que ce qu'on a avant. Ça, c'est typique, on ne change pas grand-chose et là, on peut voir que ça change. Alors, on a travaillé avec Olivier Ninul, un typographe professionnel. Il a créé toute une typographie pour faire des choses dynamiques qui changent avec les variations d'utilisation de ce clavier gestuel. Et on peut voir. Voilà. Alors, ici, elle peut taper et ça change de couleur, ça change le style. Voilà, on va au restaurant et on change de style. Et tout ça, c'est fait par comment elle fait les gestes par rapport. Elle est en train de faire les mots, mais en même temps, on ajoute l'importance, les autres capacités du système. Et ça, c'est bon anniversaire. Et voilà, c'est plus joli. Alors, c'est clair qu'elle parle avec ses enfants, avec ce type de police, et peut-être qu'on parle avec le patron, ce n'est pas la même chose. Et on peut voir que ça bouge. OK. En conclusion, ce que je veux dire, c'est que l'avenir n'est pas seulement lié avec les nouvelles technologies. Il y a les journalistes qui me demandent quel est le truc le plus cool de l'avenir. Et pour moi, ce n'est pas une technologie toute seule, mais les nouvelles formes d'interaction avec ces technologies qui augmentent les capacités humaines. Alors, ce que je cherche, c'est les systèmes qu'on peut commencer comme les novices et apprendre au fil du temps, comme ce petit qui apprend de jouer au piano, du piano. Mais je veux aussi les systèmes qui m'aident à devenir experte, devenir même virtuose. Alors, le problème, c'est compliqué de faire ça. C'est pas facile. Et en fait, si on fait tout ça bien, tout disparaît. Ça devient évident. Et on dit, bon, c'était simple. Alors, le défi pour la recherche, c'est de faire un compromis. On a toujours la puissance d'expression et on veut faire de plus en plus de puissance de l'expression. Mais en même temps, on veut garder la simplicité d'exécution, de faire des choses. Et il y a toujours cette courbe qui représente le compromis entre les deux. Si je regarde cette courbe et je parle de, par exemple, si je veux faire quelque chose comme QuickTime pour gérer les vidéos, c'est un système très simple, je peux faire des choses très simples et c'est efficace si je suis novice et je ne veux pas faire grand-chose. Et là-bas, on a à l'autre extrême quelque chose comme Adobe Premiere et là, ça c'est fait pour les experts, ça prend du temps d'apprendre, mais on peut faire plein de choses. Alors, dans l'industrie, on voit beaucoup de va-et-vient entre ça. Il y a les applications qui sont faites pour ça et les applications qui sont faites pour ça. Mais nous, comme chercheurs, ce que nous, on veut faire, c'est de bouger la courbe, de faire des choses qui sont simples, qui restent simples, mais peut-être plus puissantes, ou des choses qui sont déjà puissantes, mais de garder ou améliorer la simplicité. Et c'est toujours le cas qu'il faut que les choses simples restent simples et les choses complexes restent possibles. Alors, moi, c'est
Ça, c'est Anne-Sophie Mutter, violoniste extraordinaire. Et c'est ça, comment les ordinateurs peuvent m'aider à augmenter mes capacités humaines pour devenir virtuose. Alors, pour aller plus loin, je vais juste montrer quelques petits trucs qui viennent des cours qui vont arriver dans les 8 semaines prochaines. Alors, il y a 4 leçons qui parlent de la recherche et comment faire la recherche dans plusieurs disciplines. Ça, c'est mon approche pour faire les études. On va commencer avec les capacités humaines pour l'interaction. Et James Holland, professeur à UC San Diego, est invité et c'est quelqu'un bien connu dans ce domaine. Deuxième, c'est les capacités de l'ordinateur pour l'interaction. Et l'invité, c'est Michel Baudouin-Lafont, qui est aussi mon mari dans le public. La conception des systèmes interactifs, comment faire des choses. Il y a aussi Stéphane Conversi qui est dans la salle là, qui va parler de ses travaux à ENAC avec l'aviation. Et il y a aussi Yves Guillard qui est dans la salle, qui va parler d'évaluation. Bon, moi, je vais parler plus d'évaluation des systèmes qualitatives et quantitatives, et il va parler de loi de Fitts et des choses comme ça. Il y a une deuxième série de lectures, et ça montre un peu cette pluridisciplinarité de notre domaine. On va travailler avec l'interaction multimodale, et le professeur Laurence Niguet de l'Université de Grenoble va parler de sa recherche là-dessus. On va aussi travailler avec la réalité augmentée. Il y a le professeur Christian Sandor, je ne sais pas s'il est dans la salle. Il y a la communication médiatisée par Yvonne Rogers, qui est professeur à l'University College London, et aussi les partenariats humain-machine, c'est l'intelligence rencontre l'interaction humain-machine avec Albrecht Schmidt. Alors, je vais juste montrer quelques petits trucs qui sont intéressants dans les minutes. Ça, c'est un exemple de la réalité augmentée, où on peut projeter les choses dans la salle, le salon, et interagir avec. Le système traque les mouvements et on peut jouer avec. Alors, c'est sympa. Là, c'est un système... excusez-moi, ça c'est la réalité augmentée, un système qui vient de Microsoft, où on peut travailler avec les choses physiques et virtuelles ensemble. Et c'est assez intéressant de voir comment réfléchir dans les deux sens. Ici, ça s'est caché, et il peut bouger, il peut le mettre dedans, c'est derrière, ça tombe dedans. C'est assez innovateur. Voilà. Là, c'est un système que nous, on a créé. En fait, c'était à Beaubourg, le centre Pompidou, et un système qui s'appelle MirrorSpace. Et là, c'est pour la communication entre les gens. Mais si je suis loin, c'est flou. Si j'arrive et je suis proche, c'est clair et net. Et il y a aussi des gens dans la salle qui ont travaillé beaucoup, Nicolas Roussel et les autres qui ont travaillé beaucoup avec ça. Et ça, c'est aussi un thésard de Jean-Daniel Fouquet qui s'appelle les OUI. Et ça, c'est les OUID. Et ça, c'est un système pour utiliser l'intelligence artificielle avec les objets interactifs et physiques. Et ce que j'aime beaucoup, ça, c'était fait pour la visualisation d'informations, mais il y a aussi des autres choses qu'il peut faire. Et voilà. Bon, merci beaucoup. C'est mon point de vue sur imaginer les interactions avec le monde numérique. Merci.